On est donc rejoint sur le plateau par le directeur de publication de Vision d'Afrique, Adam Adjornou. Adam, bonjour. Bonjour téléspectatrices et téléspectateurs. Et toutes mes excuses pour le retard. On est ensemble. Là. Le coach est là, il sort. Oui, je suis là. Firmin est également là. On va maintenant parler du Mali. C'était il y a un an, le 18 août 2020. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a été poussé à la démission par les militaires après plusieurs semaines de mobilisation d'une grande partie de la population contre le pouvoir. On va donc se poser cette question un an après le coup d'État, le statu quo qui continue. Qu'est-ce qui a véritablement marché, Adam Adjornou? Rien n'a marché. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'après un an, les Maliens se sont rendus compte que quelque part, c'était une erreur. Et lorsque nous regardons un peu dans le rétroviseur, toutes les crises qui ont conduit à des mouvements de force, qui ont contraint des présidents à la chute, n'ont toujours pas donné grand recette. Et c'est ce que nous constatons au Mali aujourd'hui. Et je pense que pour tirer leçon de cette mobilisation, où il y a eu des résurgences d'un certain nombre d'aspects de choses, au lieu de chercher les solutions endogènes liées donc à cette crise-là qui est discutable quelque part. Puisqu'on ne peut pas occulter les questions de gouvernance en se cachant du fait que l'interpellation du président d'alors, Ibeka, qui effectivement il y avait des motivations réelles qui conduisaient donc à cette crise-là, il n'a pas su anticiper, il n'a pas su aussi entendre, disons, les protestateurs, et ce qui a conduit à un moment donné donc à ce coup de force-là. Mais également, on a constaté qu'en arrière-plan, les motivations que les forces armées, ceux qui sont au pouvoir actuellement, avaient émises donc pour des choix Ibeka, c'était quelque part, moi, pour conclure clairement, j'avais dit, il y avait donc cette tendance d'assoiffement du pouvoir. C'est ce qu'on constate. Parce qu'après lui, un an pour jour, on a constaté que c'est deux coups d'État. Or, lorsque vous liez les motivations qui ont conduit à la chute d'Ibeka avec les motivations qui ont conduit à la chute du président Bandao, vous allez constater qu'il y a une corrélation. C'est vrai que les gens ont tendance à pouvoir dire que c'est la crise tchadienne qui a suscité, qui était un peu le déclic, qui a contraint donc ces putschistes-là à pouvoir donc faire ce coup d'État revenir donc aux affaires. Mais au même moment, moi je me dis, aujourd'hui, il faudrait quand même que dans les leçons à tirer, qu'on sache que, quelle que soit la crise qu'on peut connaître dans un pays, il faudrait faire intervenir des motivations endogènes et discuter sur la table et revoir un peu la nomenclature de la gouvernance serait plus intéressant, plus bien pour le Mali. Aujourd'hui, le Mali est mis un peu sur la place publique et nous voyons qu'au regard d'un certain nombre de critiques qui se font à l'endroit du Mali, le Mali ne sort pas assez grandi. Donc, désormais, et cela doit appeler les autres pays à pouvoir faire privilégier plutôt le dialogue que de pouvoir donc aller à des coups de force. Et surtout, lorsqu'il y a donc de ces crises-là, et nous l'avons constaté au niveau du Burkina récemment, quand il y a eu déjà des résurgences au niveau de le président a eu un temps de raison et a d'abord concédé à ce que disait donc ceux qui révoltaient à l'époque demandaient donc la démission du ministre de la Défense et du ministre de la Sécurité. Donc de toutes les façons, lorsqu'on dirige quelque part, c'est vrai qu'il y en a qui ont tendance à pouvoir faire des passages en force, ce qui n'est pas aussi très bon pour la gouvernance du pays, puisque ce qui est motive, ce que disent ceux qui sont à l'avant-garde donc de ces manifestations est quelque part vrai. Puisque lorsque nous comparons ce qu'on disait au niveau du Mali avec ce qu'on disait au niveau du Burkina Faso, vous constatez que ce sont des réalités qui existent. Et lorsque vous ne prenez pas le temps de pouvoir peut-être répondre à ces réalités, ça conduit véritablement donc à la catastrophe. Et c'est ce que le Mali vit aujourd'hui, malheureusement. Les problèmes d'insécurité, de corruption, tellement de problèmes étaient à l'origine du départ de l'ancien président Ibeka. Ces problèmes sont toujours là. Le coach Issa. J'avais dit ici, le lendemain du putsch, je pense que j'avais dit ici sur le plateau que moi, je ne m'attendais rien de Assimi Goïta, parce qu'il n'allait rien faire, puisque dans une démocratie, quand il arrivait que votre chef suprême est déchu, ou qu'il y a des putschistes qui sont venus au pouvoir,
on redonne le pouvoir aux civils et on construit en même temps un garde-fou pour que les civils aient peur de ce que vous voulez faire et les choses évoluent. C'est ce qui s'est fait remarquer dans les démocraties populaires. Quand vous voyez, malgré que Poutine était président, était de service secret, quand il est venu, il est devenu président en tant que civil. Vous allez également dans comment on appelle le truc là, la Chine, vous voyez, le président actuellement, il n'est pas forcément militaire. Donc il arrive à ce que il y a l'armée qui les protège, mais au moins qu'on voit les civils, on est un peu dans le droit du que les démocraties populaires ou les démocraties éclairées ont essayé quand même de faire les choses. Ici, c'est que ce sont des gens, peut-être que les gens leur avaient fait des promesses qu'on ne sait pas et qu'on leur a promis. Ils sont venus pour dire on ne sait pas également et ils promettent des utopies à la population que l'autre ne le fait pas bien, mais ils ne proposent rien concrètement. Quand Assimi Goïta est venu, tout ce qu'ils ont dit, ils n'ont pas dit dans combien de temps, avec quelle rapidité ils allaient résoudre tel problème. N'est-ce pas qu'on le juge aussi très tôt, hein, parce que là, ça fait 1 an seulement, et quand on connaît tous les problèmes du Mali, c'est très tôt de... 365 jours. Les évêques disent quelque chose, quand tu n'as pas pu faire ce que tu ne peux pas faire dans peu de temps, tu ne peux pas le faire, même on te donne des siècles. Il n'était pas venu en tant que président au début. S'il avait porté sa casquette de sauveur et consort là, on pouvait le juger comme ça. Oui, il a délivré le pays d'un main de quoi, combien. Il s'est approprié le manteau de président. Or, il n'avait pas ni la compétence politique pour être président. Président, ce n'est pas les militaires qui forcément qui doivent être président. Il y a la politique. Est-ce qu'il avait cette connaissance, il avait cette maîtrise de la politique pour pouvoir aller là-bas? Donc, ce sont les choses-là qui le bloquent, qui le gangrènent maintenant, parce qu'il a finalement finit pas compris que ce n'était pas aussi facile qu'il le croyait. Comme madame le disait, d'abord, on l'avait écarté un peu, et malgré qu'il soit vice-président, il n'est pas d'accord. Il revient à la suite de la crise stadiale et puis il refait... Même le poste de vice-président n'était pas prévu. Oui, c'est ce que je dis. C'est qu'il a forcé. Alors que quand tu viens par force, il faudrait que tu aies la force financière, que tu aies la force militaire et tu aies la force juridique. Est-ce qu'il a tout ça là? Non, il n'a que la force militaire, il est venu. Donc tous les problèmes que les Maliens disaient, je ne suis pas sûr même qu'il a répondu. Vous avez dit qu'il a la force militaire, au moins sur le plan sécuritaire, on pouvait voir des signaux. C'est ce que je dis, malgré le fait qu'il soit chef militaire, il n'a pas de stratégie aussi pour contraindre. Lui, j'ai l'impression que tous les Maliens, tous ceux qui ont fait attaque, c'est Bamako qui les intéressait. Ils s'en fichaient pas mal. Puisque la zone dont on parle, la zone a été là-bas depuis, et il s'est occupé du fait de chasser les Français que de résoudre le problème là-bas. Ouais, jusqu'à présent, je me dis que c'est vrai qu'on n'est pas sûr, le sujet ne porte pas sur Afghanistan et qu'on soit là. Mais je me dis que si j'ai coup d'œil à l'Afghanistan, il faudra que si tout le monde partait, ils peuvent quand même aussi arriver. Et supposons aussi c'est une question que les Français étaient partis très tôt. Toute la France, les Maliens, comment ils faisaient la bouche là? Est-ce que Mali allait être Mali jusqu'à présent? Voilà ce qu'il faut aussi voir. Est-ce qu'il faut aller d'une manière fanatique pour résoudre les choses, ou il faut plutôt aller pas à pas? Il faut aller sur le pour résoudre. Quand tu as ça, j'ai ça. C'est pour dire qu'il a fait des choses d'une manière prématurée. Il ne peut qu'avoir des résultats prématurés. Firmin, 365 jours après le départ de IBK, les Maliens attendent toujours le changement. N'est-ce pas trop tôt? Vous voulez qu'il passe combien d'années avant qu'on ne parle de changement? Vous voulez qu'il passe 5 ans pour qu'on dise... Quand on voit les défis, ils sont énormes. Non, pas de défis. Lui, il a quel défi à relever? Il n'en a aucun. Assimi Goïta n'a aucun défi à relever parce qu'il n'en a pas la compétence. Ça, il faut le lui dire. Il en aurait la compétence, peut-être on verra déjà un certain changement. Et IBK avait la compétence. Et lui, par rapport à ses compétences, on ne l'a pas trop vu. IBK, c'était un politique. La situation, lui, était tellement difficile. Lui-même, il a géré le pays avec... Sur le plan sécuritaire, surtout. Il a géré le pays avec une certaine légèreté et il en a fait les frais. Mais lui, quand il dégageait IBK, lui et ses amis, c'est-à-dire Assimi Goïta et ses amis, quand il dégageait IBK, on se disait qu'il avait au moins la recette. Mais un après, on se rend compte qu'il n'avait rien. Elle dit, quand vous venez prendre un pouvoir sans aucune vision, sans aucune stratégie pour l'avenir, voilà les résultats auxquels on fait face souvent. Il a pris le pouvoir et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Rien, c'est-à-dire, ils n'iront pas loin. Ils n'iront pas loin parce que nous ne sommes plus en 1960, nous ne sommes plus en 1970, nous ne sommes plus en 1980. Le monde est en train d'évoluer aujourd'hui. Si vous voulez exercer le pouvoir politique,
Si vous êtes officier, vous êtes militaire, vous venez, vous faites un coup vous perpétrez un coup d'État. Maintenant, vous rendez le pouvoir aux civils. Si vous voulez exercer le pouvoir, vous démissionnez de l'armée et vous vous positionnez pour vous présenter à la future élection. Et après, on assoit les bases de la démocratie et vous gérez le pays. Et là, vous aurez toutes les compétences dont vous aurez besoin. Aujourd'hui, comme il n'est pas un politique, donc il gère tout avec la force. Il n'ira pas loin. Il gère tout avec la force. Il manque de stratégie. Il s'oppose à tout. Et à n'importe qui. Il s'oppose à la CEDEAO. Il s'oppose à la France. Il s'oppose à l'Union africaine. Il ne sait même pas là où il va. Parce qu'il n'est pas du monde diplomatique. Il n'est pas du monde politique. Il veut juste éviter les sanctions économiques. Parce qu'il sait qu'en réalité, si... on lui inflige cette sanction économique, le Mali va lui être difficile à gérer. Très difficile. Et il sait aussi qu'il sera difficile à la CEDEAO de lui infliger des sanctions économiques. Parce que le Togo ou les pays voisins du Mali vont en souffrir. Parce qu'il y a des échanges commerciaux qui se font entre ces pays et le Mali. Donc il sait que le Mali, à CEDEAO, il sera difficile de lui infliger ces sanctions économiques. Ce que je voudrais aujourd'hui, il a pris le pouvoir. Assimi, comment il s'appelle? Assimi Goïta. Ibeka était un mauvais élève, mais lui veut être le bon. Assimi Ibeka était le diable, lui veut être Jésus. Donc il veut être Jésus, et quand il a pris le pouvoir, qui démontre qu'il est Jésus. Entre vouloir et pouvoir, il y a une ligne de démarcation. Il dit qu'il n'en a pas la stratégie. Il n'a pas la stratégie, il ne sait pas comment ça fonctionne. Ce qu'il est en train de faire... Il peut être entouré. Il peut être entouré. Est-ce qu'il veut être entouré? Le gars, c'est lui qui choisit ses ministres. Il veut ce ministre à la défense, il veut ce ministre à l'économie. Donc il veut tout gérer. Il ne veut pas de conseils. On a vu le gouvernement de Choguel Maïga. C'est quand même un gouvernement de chevronnés, de tête chevronnée. Un gouvernement de chevronnés, quel résultat avons-nous déjà observé? Aucun. On ne sait, mais on n'est pas encore sûr qu'on aura les élections en février. Ce que je suis en train d'observer, c'est que ce monsieur Assimi Goïta, il ne veut pas partir. Il ne veut pas partir. Et moi, je juge bizarre la décision ou le comportement de la CEDEAO et de l'Union africaine. Vous voulez qu'il fasse quoi? La CEDEAO, en réalité, quand il est revenu... qu'elle fasse quoi, quand Assimi Goïta est revenu au pouvoir, la CEDEAO devrait exiger, la CEDEAO et l'Union africaine devraient exiger à ce qu'il laisse le pouvoir. Un point, un trait. Moi, je cite toujours cette aberration. La CEDEAO, elle a insisté sur cela. Mais la CEDEAO n'a pas eu gain de cause. Maintenant, la CEDEAO a envoyé encore un émissaire, mais c'était Goodluck Jonathan, pour venir discuter avec un rebelle. Vous imaginez? Pour venir discuter avec un rebelle, celui qui s'oppose à toutes les règles de la communauté. En réalité, la CEDEAO devrait dire, monsieur, on ne vous veut plus le pouvoir, sinon vous serez soumis à un certain nombre de sanctions. Moi, je cite toujours, je le disais tout à l'heure, je cite toujours cette aberration juridique. Vous imaginez un militaire qui perpètre un coup d'État, qui met en berne toutes les institutions de la République, qui appelle la Cour constitutionnelle une institution, la plus haute juridiction de droit du pays, et qui dit, moi je viens prêter serment devant vous. Et les juges aussi accueillent, reçoivent ce serment. Je me dis, on est où là? Qu'est-ce que nous voulons enseigner à nos étudiants de droit? Vous imaginez, c'est cette aberration, je dis, que les chefs d'État de la région encouragent. Emmanuel Macron a dit, mais ce que vous faites là, c'est grave. Ouais. Mais au moins, au Tchad, le président n'a pas pu prêter serment parce que sous lui, il n'y a aucune institution. C'est lui qui représente toutes les institutions du pays. Adam, j'ai l'impression qu'il y a une contradiction éternelle en Afrique francophone, surtout en Afrique de l'Ouest. Je me souviens quand Assimi Goïta a pris le pouvoir, le président ivoirien s'est opposé farouchement, ainsi que d'autres présidents d'ailleurs. Mais ceux qu'on appelle souvent panafricanistes ou panafricains, ils ont insulté le président ivoirien. On a entendu cela. Aujourd'hui, les conséquences sont là. On dit pourquoi la CEDEAO, comme Firmin le disait tout à l'heure, la CEDEAO n'a pas agi véritablement contre ces militaires au pouvoir au Mali. Oui, vous savez, ce coup d'État au Mali, il y a des variables à convoquer. Et c'est vrai, vous l'avez dit, je suis d'accord que la complaisance de la communauté internationale en commençant par la CEDEAO, puisque de toutes les façons, c'est comme ça se calcule, il faudrait commencer par l'institution proche de ce d'État-là, et c'est ce qui se fait. Et cette complaisance-là était avérée, partagée par tous. Je pense que, mais au-delà de ça également, il faudrait aussi
interroger aussi cette classe politique au niveau du Mali. Puisque lorsque on a toujours cette soif du pouvoir et on essaie d'adhérer, disons, à des contorsions politiques, ça cause problème. Aujourd'hui, hier c'était Ibeka, mais aujourd'hui on a vu, quand bien même qu'on a choisi un président civil entre guillemets, puisque c'était pas aussi à l'entendement de l'opinion malienne et de la communauté internationale, puisque Bandaoui également était un militaire, quand bien même qu'il soit à la retraite. Donc il n'était pas la personne réellement, mais bon, on a coupé la poire en deux en l'acceptant. Ouais. On a vu ce qui lui est arrivé aussi par la suite. Donc ça voudrait dire quelque part, parce qu'il faudrait commencer par, disons, la fermeté endogène. Et cette fermeté devait être vue au niveau de la classe politique, d'abord du Mali, qui devait être ferme. C'est tout comme ce qu'on a vu en France, lorsque Emmanuel Macron avait eu cette idée. Toute la classe politique était contre et tout le monde a condamné. Mais ici, on voit réellement que les gens sont dans l'ombre, ils tirent les ficelles, pouvant donc favoriser, ou certains même étaient même d'accord à ce que ce coup d'État-là arrive. Et c'est ce que ça conduit. Lorsque vous pensez que vous, ces militaires-là, en cédant le pouvoir, puisque en Afrique, on dit souvent que celui qui organise les élections ne les perd pas. Ouais. Donc si ils portent le choix sur vous, vous passez d'emblée, même quand bien même qu'on sait qu'il y a des élections qui ont montré le contraire, et récemment on en a vu en Zambie. Mais on sait que généralement c'est ce qui arrive. Donc en commençant par cette classe politique qui serait dit en disant que voilà, on ne veut pas de ces coups d'État là, je pense que Assimi Goïta ne pouvait rien, parce que c'est justement parce qu'il a eu par devant lui des gens avec lesquels il a composé. Donc il lui donnait une portion de force et qui a su donc transcender la fermeté donc, même de la CEDEAO. Même le M5 à un moment donné était divisé. Tout à fait. Qui a favorisé les et ça a transcendé en fait cette fermeté qu'on attendait de la CEDEAO, puisque après tout c'est le pays même qui prend cette décision et la communauté internationale ou sous-régionale essaie donc d'accompagner. Donc, mais au-delà de ça, je pense que lorsqu'on prend la chose sur son aspect sous-régional ou panafricaniste, on constatera que je pense qu'à l'avenir, il faudrait qu'on évite de faire donc des similitudes, parce que lorsqu'on nous dit que la situation du Tchad devait donc conduire Assimi Goïta à perpétrer ce second coup d'État et que la CEDEAO n'ayant pas condamné la situation au Tchad, aux antipodes. Différent, parce que ici c'est prémédité. Ouais. Au Tchad, on était dans une situation où on voyait véritablement qu'il y a... D'abord, le Tchad maîtrise entièrement ses frontières. Le Tchad n'est pas inquiété, même si, entre-temps, il y a des rebelles qui l'inquiètent. Il maîtrise son pays. Les gens ne sont pas aujourd'hui en situation d'insécurité. Or, c'est un pays également qui a sa force. Or, nous voyons au Mali, c'est un pays assisté. Sur tous les plans, je ne saurais dire aujourd'hui, si on prend les forces maliennes, à ne serait s'ils peuvent, seulement Bamako, je parle de la capitale Bamako, s'ils peuvent véritablement sécuriser la capitale Bamako, j'en doute forcément. Puisque lorsque vous prenez tous ces contingents-là qui sont là, qui vous assistent, et même au même moment, vous voulez seulement être au pouvoir. Et nous avons vu récemment encore qu'il y a eu des situations d'insécurité qui sont perpétrées. Et tout ça là réuni, je pense qu'à l'avenir, il faudrait quand même qu'on ne fasse pas, disons, ce triste exemple qu'on sert au monde entier. Puisque l'Afrique francophone, très souvent, ce sont ces coups d'État-là, nous sommes les premiers, et d'autres encore passerelles liées donc à la politique, c'est nous également qui donnons donc le mauvais exemple. Et ce n'est pas bon. Donc à l'avenir, moi je pense que la CEDEAO doit être ferme comme ce qui s'est passé au Burkina. Les gens ont perpétré un coup d'État, ils ont été fermes. Les gens sont condamnés et emprisonnés. Je ne sais pas pourquoi le Mali, on a laissé faire. C'est vrai que ça appartient désormais à l'histoire, mais on aura quand même des leçons à tirer. Coach Essor Firmin a parlé tout à l'heure des élections à venir en février 2022, précisément. Quand on voit la banqueroute à tous les niveaux, est-ce que vous pensez que le Mali peut organiser les élections en février prochain? Je doute fort, parce que si on fait un feedback, ce n'est pas la CEDEAO qui lui a proposé ce temps de transition. C'est lui-même qui a demandé le temps dont il a besoin pour quand même organiser l'élection. Et comme Adam le disait, j'aurais préféré que la CEDEAO soit ferme dorénavant sur ce genre de choses. Vous voyez, et comme on le dit, normalement dans une communauté, les gens pensent que c'est facile, mais quand vous voyez au niveau du Brexit, là, les Anglais en sont jusqu'à présent. Ce n'est pas aussi facile que de sortir.
actuellement la Mauritanie qui est sortie de la CEDEAO demande à réintégrer la CEDEAO et on refuse, ce n'est pas encore accepté. Ouais, ça voudrait que ce n'est pas aussi facile que ça. Donc on pouvait couper tous les... Le Mali seul ne peut pas s'en sortir. Si on faisait ça et que la CEDEAO était ferme, ça allait être résolu. Mais le problème c'est que les autres présidents de la CEDEAO aussi ont peur si eux ils avaient fait la même chose, comment on allait les traiter. Donc c'est ce qui est le problème. Il faut régler ce genre de problème en Afrique. Quand tu fais une lutte, quand tu mènes une lutte, tu peux être soit héros, soit comment on appelle, martyr. Mais les nôtres ne veulent pas être des martyrs. Être martyr, ça veut dire que tu peux commencer une lutte et que des autres vont bénéficier des retombées de ta lutte. En Afrique, totalement, personne ne veut être martyr. Ils veulent toujours être ceux qui bénéficient directement de la lutte qu'ils ont menée. C'est ça même le problème qui a gangréné, que ce soit opposition ou de la mouvement, c'est cela. Maintenant, dans le cas de Mali, si la CEDEAO veut et qu'elle donne une feuille de route ferme au Mali actuellement, les élections peuvent tenir. Mais si on laisse Assimi Goïta là, qui a fait des comédies dernièrement, qu'on veut le tuer, tout ce qu'il a fait là, et moi je me dis que c'est du théâtre, qu'on sort de ça. Et Fima l'a déjà dit, c'est peut-être que dans les années 80 qu'on peut voir ça. Même si je sais que les pays anglophones aussi avaient perpétré des attaques ou des coups d'État dans les années 90, au moins eux ils sont résolus à ne plus le faire. Maintenant, ça n'a qu'à commencer ici. Donc, la CEDEAO, que ce soit aussi l'Union africaine ou ils ont quelque chose islamique entre chez eux là-bas, n'ont qu'à commencer par être ferme et discuter et pour dire que quand tu laisses entendre que toi tu auras tel. On lui promet des choses juteuses par après aussi. Donc, et les Maliens aussi, qu'ils laissent cette popularité que je ne sais pas comment la qualifier parce que c'est comme s'ils paient aux gens qui viennent, on veut plus Mali, on veut quoi. Les gens disent que surtout les panafricains, les plus dangereux, c'est les panafricains. Ils viennent et puis ils surfent sur ça, comme s'ils n'ont plus de sujet sur le panafricanisme. Ils inventent les choses. Ils ont traité tout le monde de bonnes personnes. Finalement, on voit que Gbagbo n'est pas quelqu'un de crédible. Ils nous rabattent l'oreille avec tout ce qu'ils disent. Ils mettent dans le panafricanisme. J'ai l'impression que quand on critique la France, quand on dit tout sur la France, on devient... Voilà. Ouais, moi, je ne suis pas francophile ni francophobe, mais que les gens comprennent ce que nous disons. Quand la France a tort, on va le dire. Quand la France a raison, on le dit. Il ne faut pas que la population s'attende à ce qu'on les suive. Ouais, l'opinion générale, c'est ça qui est le problème. Nous, on a pour habitude de dire en droit que la foule ne réfléchit pas. Ouais, quand les gens sont nombreux plutôt, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Quelqu'un qui ne peut pas te parler, toi, directement ici, va dire quelque chose dans la foule. Mais prends-le isolement comme ça, il ne peut rien dire. Donc, que les gens laissent ceux qui peuvent bien discuter des choses le faire et qu'on propose les sorties des crises. On aurait pu accepter ce que la CEDEAO disait depuis, le Mali allait sortir. Imaginez tout l'argent que le Mali a perdu durant un an. Voir à qui cela a profité maintenant. Ne serait-ce que les Assimi Goïta et ses proches là. Est-ce que ça profite? Tu parlais également de quoi les têtes chevronnées. Je ne sais pas qui on appelle tête chevronnée. Quand tu n'as pas donné un bon résultat, je ne vois pas quoi tu es tête chevronnée. C'est les résultats de ce que tu fais qui prouvent que tu es tête chevronnée. Sinon, je pense que Rabelais disait tête bien faite, tête bien pleine. Il y a deux têtes. Donc, à toi de choisir. Quand quelqu'un fait finir et il ne donne pas un résultat probant et que ce n'est que des choses sans importance, je pense que c'est tête pleine. Mais quand quelqu'un a donné un résultat probant et qu'on voit ça rejaillir sur la population et ça donne de l'engouement, actuellement le Mali est à terre. Je suis sûr que c'est totalement à terre. Il y a des amis qui m'ont dit qu'ils allaient des fois, quand vous voulez aller au Mali, entre le Burkina et le Mali, si vous n'avez pas de chance, on vous braque, on prend tout. Et ça, c'est pas de la sécurité. Donc, pour éviter ça, moi, je pense que le gars là n'a qu'à se recouvrir sur lui-même. Malgré les précisions, la polémique, surtout Firmin, sur la durée de la transition n'est pas close. Non, on ne sait pas quand il va partir. Normalement, c'est en février. Non, on ne sait pas. Les élections à venir. C'est ce qui nous a brandi. Les difficultés peut-être financières. Les problèmes de sécurité. Et si il manifeste vraiment la volonté de ne pas partir, vous allez voir qu'il va brandir à l'avenir toutes les difficultés possibles, sécurité, que c'est lui qui doit être le seul mettre à bord, c'est lui qui a l'expertise nécessaire pour assurer la sécurité du Mali. C'est lui, pour le moment, il n'a pas d'argent, il va chercher l'argent peut-être chez les Russes, que les Français vont garder le nom. Mais il va sortir un certain nombre de choses qui seront difficiles à être maîtrisées. Vous savez, si on demandait aux Anglais de choisir aujourd'hui entre le Brexit et l'Union européenne, ils vont sauter sur l'Union européenne.
Parce que ce qui s'est passé en 2016 avec le référendum, là, ça a été une des pures bêtises qu'ils ont pu commettre. Et aujourd'hui, ils en font les frais. Ils en souffrent aujourd'hui. Vous voyez, au niveau de l'éducation, au niveau du sport. Vous ne pouvez plus quitter la Grande-Bretagne pour aller travailler en Europe facilement. Parce que ça n'existe plus, quoi. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ont changé. Vous voyez, ce qui s'est passé en 2016 en Grande-Bretagne, c'est ce nationalisme fou-là. Irréfléchi. Cette fierté-là qui n'a pas de sens. Où on pense qu'on peut tout faire seul. On peut tout faire seul. C'est comme Sarkozy a l'habitude de le dire, la réussite n'est pas individuelle. Vous ne pouvez pas réussir lorsque vous êtes seul. Ce n'est pas possible. Et il dit que c'est fuite des années, c'est l'âge qui lui a permis, l'âge et c'est un certain nombre d'expériences qui lui ont permis de savoir que la réussite n'est pas individuelle. Vous ne pouvez rien réussir si vous êtes seul. Les Anglais se sont dit, mais on a les ressources, on peut évoluer seul. Et l'histoire leur prouve qu'il ne peut pas réussir seul. C'est ce nationalisme-là qui a détruit l'Afrique au début des années 60 aussi. Les gens se disent, oui, c'est notre pays, les Blancs, là, on doit les chasser, tout ça. On peut réussir seul. Aujourd'hui, jusqu'à présent, aucun pays dans ce monde ne peut nous dire qu'il peut réussir seul. Même les États-Unis. Les États-Unis ne peuvent pas vivre sans la Chine, sans le Japon, sans l'Afrique, sans l'Europe. Vous imaginez? Vous imaginez? Donc, si on n'arrive pas à sortir de nos têtes ce nationalisme fou là, on n'irait pas loin. C'est ce nationalisme fou qui a détruit, qui a détruit peut-être, comment on l'appelle, la Libye. Parce que le nationalisme fou, ça engendre des soulèvements populaires. Irréfléchis. Qu'est-ce qui s'est passé au Mali? Et ce qui s'est passé en Tunisie, même en Tunisie aujourd'hui, les gens souffrent. Les gens réclament Ben Ali aujourd'hui même. Parce que le taux de chômage ne fait que grimper. La situation est stable. Quand vous comparez la Tunisie d'aujourd'hui à la Tunisie de 2010-2009, mais attendez, la comparaison, mais c'est-à-dire, les gens, les Libyens qui ont voulu du départ de Kadhafi aujourd'hui, ils regrettent. Ils regrettent. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que les gens ont voulu du départ de Ibeka. Il est parti. Ibeka est parti. Ibeka est parti, il se repose quelque part. Mais qui souffre? Ceux-là qui ont manifesté, ce sont eux qui souffrent. Donc si le départ de deux chefs d'État n'est pas bien organisé, n'est pas bien préparé... Surtout qu'il est démocratiquement élu. On peut attendre, il était presque au terme de son mandat. Alors que, regardez, il y avait toutes les institutions bien installées. Il était réélu 2 ans, il avait encore 3 ans. Ah ok, il avait encore 3 ans. Okay. Aujourd'hui, cette année, il a 2 ans. Il a encore 2 ans. Il lui reste encore 2 ans. Donc vous imaginez, si on l'avait laissé et on s'était préparé dans la rue pour aller le battre dans les urnes, il n'y aurait pas de problème aujourd'hui. Donc le nationalisme fou là, qui s'entête, il faut que les Africains sortent de là. Maintenant, vous parlez de panafricanisme. C'est quoi même panafricanisme? En 30 secondes. Le panafricanisme, je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est-à-dire, quand on dit Gbagbo est panafricain, il apporte quoi? C'est une idéologie. En fait, je pense que l'expression, le mot même plutôt est galvaudé, parce que panafricanisme, ça veut dire que tout pour l'Afrique et le reste contre les autres. Alors qu'on n'est plus dans ce schéma. C'est au moment où les gens sentaient que les Blancs nous maltraitaient, tout ça là. Donc on fait tout pour protéger et valoriser la culture africaine. Quand vous vérifiez, aucun panafricain ne valorise la culture africaine. Ils sont en Europe, ils s'habillent comme les Blancs, ils mangent blanc. Et puis ils viennent ici, ils parlent panafricanisme. Regardez même Gbagbo, regardez, il s'habille toujours en veste, il se parfume avec le parfum des Occidentaux. Donc quand vous voyez ce pantalon, c'est-à-dire bien sûr il porte des chemises bizarres, mais le pantalon est cousu à la occidentale. Mais regardez, eux tous avaient dit aussi que quelqu'un est burkinabé alors qu'il est un Africain. C'est ça. Alors, en 30 secondes, les signaux que les militaires là montrent sont des signaux qui prouvent à suffisance qu'ils ont envie de rester au pouvoir. Oui, naturellement, et ça, personne ne le perd de vue. Et vous voyez, ils font tout pour avoir un glissement de calendrier. Et ça, c'est une évidence, puisque lorsque vous voyez aujourd'hui, il n'y a rien qui soit déployé, qui montre véritablement qu'on est dans un schéma où les gens ont la volonté d'organiser les élections et quitter le pouvoir en février prochain. Donc, tout porte à croire qu'ils ont pris goût du pouvoir et ils veulent profiter davantage. Donc, les délices du pouvoir leur ont pris. Et je pense que la question sécuritaire aujourd'hui est reléguée au second plan. Ce sont ces signaux-là qu'ils montrent et qui inquiètent énormément. Et je pense que le poids revient véritablement donc à la CEDEAO, où des contingents sont mobilisés là-bas. Donc moi je pense que quelque part, à partir du moment où il avait dit, la CEDEAO l'a dit,
en février prochain, lorsqu'ils n'organiseront pas les élections, il faudrait que cette fermeté-là soit appliquée et qu'on les contraigne. Et c'est là où la CEDEAO peut facilement les avoir. Tout à fait. Donc, moi, j'estime qu'il faudrait aussi cet accompagnement-là de la CEDEAO, puisque depuis un certain moment, on ne voit plus l'émissaire qui était envoyé à la trousse donc, du Mali, mais également le président ghanéen qui a fait les allers-retours, on ne les constate pas. Or, c'est le moment de pouvoir donc les contraindre à pouvoir mettre sur pied, à déclencher la machine d'organisation de ces élections-là pour que la population et l'opinion internationale soient sûrs qu'ils ont donc dans le viseur l'organisation des élections-là qu'on ne constate pas. Allez, on va marquer la pause pour le journal et on revient avec nos chers invités.